Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hi, it's Eugenio Derbez. Did you know that with Boost Mobile, you can cut your phone bill in half this tax season? Yes, half. Buy 6 months of service and get 6 months free. That's a full year of service paying half. That sounds good, doesn't it? And all on the Boost network with 99% nationwide coverage. Don't wait. Visit your Boost store today. Requires upfront payment, taxes, and fees extra. Terms and exclusions apply. Visit boostmobile.com for full terms. Hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. Tonio Ajavon au micro et vous tout êtes bien qu'à ce niveau de l'année, c'est pas pour vous parler fantasy, on va vous parler draft et je dis on parce que je suis accompagné par le monsieur draft de la rédaction de Touchdown Actu ou un des monsieur draft, on va pas faire de jaloux. En tout cas, il a le plus bel action de la rédaction, ça c'est sûr. Jean-Michel Boujard, comment tu vas ? Hey, salut Tonio, Antoine, comment tu vas ? Et moi je vais bien et bonjour tout le monde. Nickel, bah ouais Tonio, Antoine, on est intime avec les auditeurs, maintenant ils m'appellent comme ils veulent. Toi aussi, c'est pareil. Écoute, on va commencer ce podcast en annonçant que c'est la saison draft qui commence. C'est un petit événement, chaque année on l'attend. Toi tu l'attends spécialement parce que c'est un peu ton dada. Et là c'est parti, on va donner le coup d'envoi sur le site. Alors les articles ce sera à partir du 30 mars qu'on aura les premières fiches. Et là, on va entamer avec un podcast et évidemment le poste phare, celui de quarterback, celui des vedettes. Let's go, c'est parti, on y va avec la QV 2025. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. C'est une classe qui ne laisse pas indifférent pour plusieurs raisons, on va en parler dans un instant. Mais première question que j'ai envie de te poser, est-ce que dans cette QV, tu vois un ou plusieurs quarterbacks, comme on dit, élite ? Ah oui, plein. Non, je rigole, non, malheureusement, non. Il y a du talent, il y a toujours du talent tous les ans, mais effectivement, c'est pas tout à fait ça cette année. Alors bon, on va pas vous les survendre, mais on va pas non plus tout bâcher pour rien comme ça. Il y a quand même des joueurs de talent, on va en parler. Mais quarterback élite, faudra voir. Parce qu'après, c'est vrai que, tu vois, il y a des années, on annonce plusieurs quarterbacks avec un niveau de fou et finalement, ça donne pas grand-chose. On se souvient, Trevor Lawrence, il est bon, mais il est pas devenu ce qu'on attendait. La même classe, il y avait Zach Wilson, Justin Fields, on avait beaucoup d'espoir et ça n'a rien donné. Et puis, des fois, tu attends pas grand-chose et puis, tac, il te sort un bon quarterback, je sais pas, moi, un Jalen Hurts du 2e tour, etc. Donc, on va attendre. Mais là, comme ça, aujourd'hui, avant la draft, non, je vois pas de quarterback élite. Ouais, non, mais je te rejoins totalement avec la nuance que tu as apportée. C'est effectivement, il n'y a pas de quarterback élite. Et d'ailleurs, cette classe en elle-même, je la considérais pas comme élite. Mais il y a plusieurs joueurs qu'on considérait comme élites en sortant de l'université qui finalement sont devenus des joueurs soit moyens, soit même parfois assez médiocres au niveau supérieur. Donc l'évaluation qu'on fait aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Et moi, l'exemple que j'aime citer, c'est celui d'Andy Dalton. Parce qu'Andy Dalton, moi, je ne l'ai jamais considéré comme élite, ni à l'université, ni pendant sa carrière NFL. Il a été sélectionné au 2e tour comme un quarterback non élite, entre guillemets. Et pourtant, on se souvient qu'en 2015, sans une blessure au pouce, il aurait certainement été MVP de la Ligue. Et aujourd'hui, il est toujours à NFL tant d'années après, donc il a une carrière tout à fait respectable, sans être quarterback élite. Donc si on dit que les quarterbacks dont on va parler ne sont pas forcément destinés à être des superstars, ça ne veut pas dire que ça va être des busts absolument. Au contraire, on peut avoir de très longues carrières, même sans avoir cet adjectif élite à coller à son nom, quoi. Et justement, l'an passé, on va faire une petite comparaison, il y a eu 6 quarterbacks sélectionnés au premier tour. C'est assez énorme, c'est un chiffre assez énorme. Comment tu comparais les 6 quarterbacks de l'année passée sélectionnés au premier tour
avec ceux qu'on pense qui vont être sélectionnés également au premier tour cette année en 2025. Ouais, ben écoute, il y en a eu 6 dans le top 12 et franchement, le premier qu'on pourrait mettre, je le vois pas avant 4e déjà. Parce que pour moi, il n'y a pas un monde, et je ne parle pas que pour moi, mais je pense que même les managers NFL, il n'y a pas un monde où ils prendraient Cam Ward avant Caleb Williams, avant Drake May, avant Jaden Daniels. Après, tu peux toujours discuter, Michael Penix, Bo Nix, J.J. McCarthy. Si c'était que moi, le premier quarterback de cette année, il est 7e. Ou allez, peut-être 6e parce que... Ouais, parce que... Ah ouais, tu vas pas de main morte, quoi. Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet après, mais voilà, moi je trouve que il y a quand même un gros manque de fiabilité, tu vois, par exemple 6e ou 7e, c'est parce que Bo Nix, on voyait qu'il faisait des très belles choses à Oregon, mais on se disait, bon, après il faudrait un système favorable, il l'a trouvé. Donc du coup, avec le recul de ce qu'on a vu de lui la première saison à Denver, je suis pas sûr que les quarterbacks de cette année fassent mieux que lui. Donc du coup, 6e ou 7e. Tu as mentionné le nom de Cam Ward. Le deuxième dont on parle beaucoup cette année, évidemment, c'est Shedeur Sanders. Je suis pas loin de rejoindre ton avis, à ceci près que pour moi, Cam Ward est quand même un prospect de calibre assez intéressant, notamment par ses capacités athlétiques. On va y revenir dans un instant. Mais effectivement, je serais pas choqué que la plupart des évaluateurs, qu'ils soient amateurs comme toi et moi ou professionnels, classent Cam Ward et Shedeur Sanders en dessous des 6 quarterbacks qui ont été sélectionnés au premier tour l'an dernier. Moi, je mettrais peut-être Cam Ward au-dessus de Bo Nix et voilà, un niveau équivalent de J.J. McCarthy, sachant que Michael Penix, l'an dernier, j'avais beaucoup de réserves sur lui, de ce qu'il m'a montré dans le court échantillon qu'on a vu cette saison. C'est plutôt satisfaisant, plutôt agréablement surpris. Donc voilà, je mettrai Cam Ward à ce niveau-là. J.J. McCarthy, Michael Penix, avec un cran en dessous quand même des 3 premiers, Drake May, Jaden Daniels et Caleb Williams. Moi, je viens de donner mon avis de manière assez furtive, mais je te laisse entrer un peu plus dans le détail. Lequel tu préfères entre Cam Ward et Shedeur Sanders ? Alors, mon goût personnel, c'est Shedeur Sanders. De ce qu'on entend, puisque c'est aussi de ça qu'on vous parle, vous voulez pas seulement savoir mon goût personnel, mais plutôt lequel pourrait être pris en premier, ça serait Cam Ward. Donc, on peut commencer par celui que tu veux. De toute façon, c'est les deux plus importants. On va parler des deux. Si ta question, c'est mon goût personnel, c'est Shedeur Sanders. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'irai plutôt sur Shedeur Sanders parce que déjà... Pour moi, il est fiable. Tu vois, je parlais de fiabilité tout à l'heure. C'est parce que c'est un quarterback qui est fiable. Qu'est-ce que je veux dire par fiable ? C'est qu'il fait très souvent des bons choix. En 2024, c'est 74% de passes complétées. C'est un chiffre énorme pour un quarterback. Un chiffre rare. Et pourtant, il était constamment sous pression. Je veux dire, il jouait derrière une O-line en pain d'épices. Il était tout le temps sous pression. Et pourtant, 75% de passes complétées. Très peu d'interceptions, très peu de fumbles. La plupart du temps, de très bons choix. Alors attention, il a des défauts. On va y venir, bien entendu. Mais voilà. Tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui connaît le football. Quelque part, c'est pas étonnant. C'est le fils d'une légende. Donc, depuis qu'il est tout petit, il baigne dans le football. Depuis qu'il est tout petit, il a les conseils non seulement de son père, mais j'en doute pas aussi, des amis de son père qui doivent connaître des quarterbacks qui viennent à chaque fois. Depuis qu'il est petit, depuis qu'il a, 13, 14 ans, d'un coup, tu as Tom Brady qui est invité à la maison, il va le conseiller, tu vois, là, c'est de lecture, etc. Et ça se voit sur le terrain. Il est très intelligent, il fait très peu d'erreurs. Et il a encore même d'autres qualités. Donc, pour moi, ça serait Shedeur Sanders. Écoute, on va pas être d'accord, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ces podcasts et ces petits débats. Moi, Shedeur Sanders, c'est un joueur que j'apprécie, mais pas pour les raisons que tu as citées. D'abord, pour ce qu'on appelle les qualités intangibles. C'est-à-dire que c'est un leader. C'est un mec, tu le vois à Colorado, dans le vestiaire, sur la ligne de touche. C'est un mec qui arrive très facilement à galvaniser ses troupes, qui arrive à fédérer autour de lui. Et c'est une des qualités premières qu'on demande à un quarterback, même si on peut être un quarterback sans forcément être exubérant, en étant un peu timide. Shedeur Sanders, c'est pas du tout le cas. Lui, il a une grande gueule, il l'assume, mais une grande gueule on va dire d'un point positif, c'est-à-dire que y a aucun coéquipier qui l'a critiqué en mal, alors que pourtant il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur l'université de Colorado, sur les manières de fonctionner de son père Deion Sanders, mais jamais il y a eu un mot de travers en rapport à Shedeur, parce que lui,
il était apprécié de tout le monde. Il arrivait à mener ses troupes et ça, c'est une qualité forcément qui est appréciable quand on veut être quarterback en NFL. Une autre qualité, pareil on va dire dans ce rang un peu intangible que j'aimerais citer à propos de ce joueur, c'est qu'il a une caméra devant le nez pendant quasiment 24 heures sur 24 ces 3 dernières années. Alors, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat. Il y a le côté marketing qui a été organisé par son père et par toute la machine qu'il y a derrière. Mais ce mec a une caméra devant le nez pendant 3 ans quasiment en continu et il n'y a pas une frasque qu'on peut lui accoler. Pas une seule frasque, pas un seul mot de travers, alors que pourtant, il y a les millions derrière, parce qu'avec le nouveau système de NIL, c'était un des athlètes les mieux payés du sport universitaire. Donc, tu as l'argent, tu as la célébrité, tu as toutes les stars qui viennent chaque week-end te regarder jouer. Ça peut très vite monter à la tête quand on a 18, 19, 20 ans, et lui, pas du tout. C'est un mec qui a la tête sur les épaules, malgré encore une fois sa grande gueule, malgré son arrogance apparente. C'est un mec qui, a priori, s'il va entrer dans un vestiaire avec des adultes, avec des pères de famille, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, et surtout parce que tu l'as dit très justement, et son nom l'indique, c'est le fils d'une légende, donc il sait comment ça fonctionne. Donc voilà les qualités pour moi principales de ce joueur. Mais pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi ? C'est parce que malgré sa précision, notamment dans le jeu court et intermédiaire, malgré le fait qu'il soit précis dans son jeu de jambes, athlétiquement, il y a rien qui ressort, quoi. Il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud, il n'est pas très rapide. Et pour moi, en NFL en 2025, avoir au moins une qualité athlétique qui sort du lot, c'est impératif si on veut être, disons, au niveau Pro Bowl. Si on veut être un top 10, top 12 quarterback dans la ligue, il faut avoir une qualité athlétique qui ressorte. Et quand on regarde la liste aujourd'hui en NFL, le seul qui correspond peut-être pas à ça, c'est Joe Burrow. Mais même Joe Burrow, sans être un athlète de fou, dans la poche, c'est un magicien, quoi. Il arrive à se démener de situations qui sont parfois improbables, il se met tout seul, mais aussi parce que sa ligne offensive n'est pas terrible, mais il arrive à s'en sortir, justement grâce à ce jeu de jambes. Donc il arrive à compenser ce manque de vitesse ou d'explosivité. Avec Shedeur Sanders, je sais pas, je vois pas. Je vois pas de qualité athlétique qui sort du lot. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je comprends, mais tu vois, pas très costaud, pas très mobile, pas très rapide, pas un bras de fou, etc. On dirait que tu parles de Brock Purdy. Il me semble qu'il réussit plutôt bien, Brock Purdy, tu vois, donc quelque part, tu peux également, et puis, tu vois, juste si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, le gars qui est tout le temps sous le feu des projecteurs, imagine, il est drafté par les Giants de New York. Donc forcément, la pression à New York, les médias, etc., tu te dis que lui, a priori, il a les épaules pour résister à ça. Et ça aussi, c'est déjà un atout qui joue en sa faveur. Après, c'est vrai que oui, effectivement, quand tu le vois, alors déjà, oui, c'est pas une double menace, mais quelque part, CJ Stroud, c'est pas non plus un monstre athlétique et c'est loin d'être une double menace aussi. Après, la puissance du bras, oui, elle est correcte sans être exceptionnelle. C'est vrai qu'il n'a pas non plus ce trait-là, ça c'est vrai. Moi, ce que je lui reproche, par exemple, si on parle de puissance de bras, c'est pas tellement qu'il peut pas attaquer la profondeur, il peut le faire, c'est pas la question, mais la vélocité d'un lancer, c'est pas juste pour la profondeur, c'est aussi même un lancer à 15 yards, et si ton lancer est véloce, c'est ce qui fait la différence entre un défenseur qui arrive du bout des doigts à dévier le ballon et un ballon qui arrive directement sur le receveur juste avant que le défenseur intervienne. Et ça, c'est vrai qu'il en manque un tout petit peu. Donc ça, ok, d'accord, je comprends, il a pas ça. Après, il a quand même beaucoup d'autres qualités qui me font penser qu'il peut devenir déjà un solide titulaire NFL. Même s'il devient ne serait-ce qu'un Dak Prescott, c'est déjà mieux que la moitié des équipes NFL quelque part. Donc oui, bien sûr, c'est la draft, on veut tous trouver le Josh Allen, le Joe Burrow, le mec qui peut te porter au bout, qui est un monstre. Mais déjà, si tu peux trouver un bon titulaire, et lui, il me donne des gages qui peut devenir un bon titulaire. Donc c'est pour ça que moi, c'est mon quarterback préféré de la QV. S'il a le niveau de Dak Prescott, pour moi, c'est déjà très très bien. Dak Prescott, pour moi, c'est largement au-dessus de la moyenne en NFL. Et justement, moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse arriver à ce niveau, sauf s'il arrive dans une situation où déjà il est très bien protégé. Parce qu'à Colorado, c'était ce qui était criant les 2 dernières saisons. Une ligne offensive totalement poreuse. Chaque snap, il courait pour échapper aux monstres des lignes défensives adverses.
Et peut-être que ça jouait effectivement aussi sur les mauvais réflexes qu'il a emmagasinés, le fait de toujours partir en arrière au lieu d'attaquer sa poche. Peut-être qu'il a juste pas envie de se faire casser la gueule, pardon de ma vulgarité, en allant se frotter au gros de devant en face. Est-ce que c'est un truc qu'il pourra corriger au niveau supérieur ? Honnêtement, je suis pas sûr. En tout cas, il faut, à mon avis, une grosse ligne offensive pour le protéger. Si on est une équipe sans une ligne offensive solide, c'est même pas la peine de drafter Shedeur Sanders, parce que pour moi, c'est l'envoyer au casse-pipe, et c'est ni bon pour la franchise, ni bon pour le joueur. Je sais pas, parce qu'il a l'habitude de jouer derrière une ligne offensive. Je parlais de Pendepis tout à l'heure, c'est ça le truc. Mais il a l'habitude, et on le voyait faire des lancers, puis après il prenait un gros choc. Après, il y a encore d'autres défauts. Par exemple, moi je trouve qu'il est parfois un peu trop impatient. Il laisse pas le jeu se développer. Il se dit il y a rien, donc il court 2-3 yards et il fait rien. Ou alors, au lieu de se débarrasser du ballon, il se fait aplatir au sol. Des choses comme ça à corriger. Après, de toute façon, qui joue derrière une méga ligne offensive? Il y en a peu à NFL. Je veux dire, oui, Lamar Jackson, il a une bonne ligne. Josh Allen aussi. Jared Goff, il joue derrière une bonne ligne. Mais après, tu peux aussi regarder les autres équipes. Il n'y a pas grand chose, donc je sais pas. Moi je pense qu'il peut réussir même si la ligne n'est pas optimale. Écoute, on va passer au deuxième prospect majeur de cette classe de QB. C'est Cam Ward, quarterback de Miami. De Miami, il a fait qu'une seule saison à Miami finalement, parce qu'il a été transféré de Washington State. Cam Ward, donc toi, tu le mets en dessous de Shedeur Sanders dans ton classement personnel. Pourquoi ? Quels sont on va commencer peut-être par le point négatif et ensuite passer sur le positif. Quels sont les défauts que tu trouves chez lui qui font que c'est pas le quarterback numéro 1 de cette classe ? Tu vois, je parlais de fiabilité avec Shedeur Sanders. Et pour moi, Cam Ward, c'est vraiment l'opposé de ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui perd énormément de ballons. Alors, il fait pas énormément d'interceptions, mais je crois qu'il y a 7 ou 8 fumbles en 2024. Donc, beaucoup de fumbles, la protection du ballon. Et ce qui me fait peur, moi, c'est sa technique. C'est-à-dire qu'il est très rarement en équilibre sur ses pieds. Alors un quarterback qui sait lancer alors que son corps est en déséquilibre, franchement c'est une marque de grande qualité. On voit ça quand Patrick Mahomes le fait, on dit oh c'est incroyable. Sauf que lui, il est toujours en déséquilibre, donc au bout d'un moment il y a quand même un souci. Enfin, moi je comprends pas son jeu de pied, son footwork. Alors c'est même paradoxal parce qu'il est beau sur ses pieds, on dirait un danseur, il bouge comme ça très souple, on dirait un boxeur, tu vois. Mais quand il lance, il est très rarement en équilibre. Je l'ai vu lancer, je me rappelle de ce match contre Florida, il a un pied relevé en avant. Mais c'est souvent, c'est très souvent. Même avant le snap, il a son pied droit qui est devant le pied gauche. Et puis après, hop, il se retourne. Mais pourquoi faire, mon gars ? Pourquoi tu fais ça ? Mets-toi directement en position. T'es un quarterback droitier, donc t'as le pied gauche en avant. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il a vraiment un problème technique. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et j'ai peur d'un manque de fiabilité au niveau NFL parce que voilà, oui, ça marche au niveau universitaire en conférence ACC, qui est une très bonne conférence, il n'y a pas de souci. Mais quand il va arriver en NFL, il va se dire « Oh, mais comment ça se fait que le défenseur, il est revenu sur mon receveur ? Normalement, il n'aurait pas dû. Oh, mais comment ça se fait que j'ai pas échappé au défenseur comme d'habitude ? Ah ben non, là, hop, je me suis fait aplatir au sol. Ah ben ouais, et ouais, mais c'est la NFL. Si tu n'as pas des fondamentaux techniques comme ça, vraiment très solides, ça me paraît compliqué. Donc moi, c'est vraiment ce qui me fait peur chez lui. Après... il a des qualités. Ouais, écoute, je vais embrayer sur les défauts également, parce que même si je le préfère à Shedeur Sanders, et en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux joueurs sont très copains, on les voit souvent là depuis la fin de la saison traîner ensemble et se préparer ensemble pour le processus de draft. Ils font à peu près la même taille, à peu près le même poids, mais ils ont des styles totalement différents. Shedeur Sanders, malgré son manque de qualité athlétique, il est très propre dans ce qu'il fait. Son jeu de jambes, c'est clinique. Son lâcher de balle, c'est rapide, c'est précis. Dans le jeu intermédiaire et court, il y a rien à dire, c'est prêt pour les pros. Et Cam Ward, il a un gros bras, on va en parler dans un instant, mais effectivement, il ne prend pas soin du ballon. Il ne prend pas soin du ballon, notamment sur les lancers en profondeur, où il prend des risques, mais de malades mentaux. Alors effectivement, quand ça marche, c'est génial. Et de notre côté, quand on se met devant la télé, pour un divertissement, c'est incroyable. Quand ça marche, on se dit, c'est pour ça que j'aime le football américain, c'est pour ça que je me mets devant la télé à minuit, 1h, 2h du matin, c'est pour voir des jeux comme ça. Mais quand ça fonctionne pas, c'est des jeux qui te cassent le moral dans une équipe. Tu t'es en 2e et 4, il n'y a pas de risque à prendre. Et t'as ton quarterback qui te lance une patate chaude loin devant qui est intercepté. Et là, ça peut te
te changer le momentum d'un match comme ça. Et je sais que les évaluateurs et les coachs surtout, ils détestent ça. Un autre point faible que je remarque chez lui, effectivement, c'est son jeu de jambes qui est totalement aléatoire. Et c'est ça qui joue sur la précision de ses lancers en profondeur. C'est que il est jamais stable. Un coup, c'est sur le pied gauche, un coup, c'est sur le pied droit qui prend appui. Et malgré son gros bras, ça fait des interceptions. C'est-à-dire que même quand la lecture du jeu est parfaite, son manque de technique lui fait défaut et pousse à perdre en précision sur les lancers. Donc voilà les défauts que l'on note, qui peuvent être correctibles au plus haut niveau. Mais il a aussi beaucoup de qualités. C'est pour ça qu'on en parle avec Shedeur Sanders pour être un des top quarterbacks sélectionnés lors de la prochaine draft. Et quelles sont ses qualités selon toi, Jean-Michel ? Quelque part, moi je pense que tu viens de donner le revers de la médaille. Donc on va parler de la médaille maintenant. C'est qu'en fait, il fait des choses incroyables avec son bras. Et ouais, il n'est pas équilibré au niveau des pieds, mais avec son bras. Il te trouve des angles comme ça, c'est parfait. C'est sur l'épaule extérieure du receveur, donc ça rend plus compliqué la tâche du cornerback. Il n'y a rien qui se passe, il bouge un petit peu dans la poche, on dirait un danseur, tac, tac, il change d'appui, puis pouf, c'est bon, il a trouvé une solution, hop, c'est parti, c'est véloce, ça va directement dans les bras du receveur. Voilà, c'est un magicien. La première chose, tu vois, comme tu disais que c'est pour ça que nous, avec le décalage horaire, on veille tard le soir pour regarder les matchs, c'est pour voir un mec comme lui, parce que il te donne une impression de facilité, mais c'est incroyable. Des fois, tu le vois, il te lance un truc, et c'est beau, c'est magnifique, et t'as l'impression qu'il est dans son fauteuil, et puis il te lance le truc comme ça, hop, c'est hyper facile à faire, tu te dis, ouais, moi je pourrais le faire aussi. Et en fait, pas du tout, hein, mais il te donne cette impression de facilité. Tout a l'air simple, il reçoit le ballon, voilà, il danse un peu, tac, tac, il trouve la cible. Il est très soudain, il est capable de lancer comme ça en 1 seconde, et puis il est toujours agressif. Voilà, il est tout le temps agressif. C'est pour ça que je pense que c'est le quarterback le plus coté de cette QV. C'est parce qu'il est tout le temps en train d'attaquer la défense adverse. Il attaque. Il va chercher des passes longues, il va chercher des passes courtes, il va chercher des passes au milieu du terrain, il va chercher des passes à l'extérieur. Il est tout le temps, il y va, ça bouge. Et donc du coup, oui, il y a du déchet, mais quelque part, ça t'amène aussi plein de jeux sensationnels où ça fait avancer les chaînes, où ça marque des touchdowns. Donc c'est vraiment quelqu'un c'est un playmaker. Voilà, c'est un playmaker. Donc du coup, t'as la médaille, mais t'as aussi le revers, c'est-à-dire qu'il prend tellement de risques et tout que des fois il va faire un fumble, il va faire une interception, et puis comme techniquement il est pas au point, quand il va rencontrer des défenses NFL, il va comprendre sa douleur. Mais sinon, il te fait des choses incroyables que peu de quarterbacks peuvent faire. Même un Drake May de l'année dernière ou un J.J. McCarthy, etc. Ils sont pas capables de faire ce que fait Cam Ward. Si je préfère ces quarterbacks-là, c'est parce qu'ils sont plus fiables, ils sont plus matures techniquement, donc ils me donnent plus d'assurance. Mais il faut reconnaître qu'Cam Ward, il fait des trucs de malade. Donc du coup, si tout clique bien, il peut devenir vraiment un monstre. Mais le souci avec lui, c'est que c'est vraiment, comme on dit, le boom or bust. C'est-à-dire, il va devenir une superstar ou ça va être un flop total. Ouais, non, mais tout à fait. Et moi, la comparaison que j'avais pour lui, c'était Zach Wilson. Alors, sans présumer de la carrière, et j'espère qu'elle aura plus de succès que celle de Zach Wilson pour le moment, mais en termes de profil, c'est à peu près similaire, profil physique à peu près similaire, et manque de technique aussi à peu près similaire. Mais tu l'as très bien souligné, il a un bras assez exceptionnel, sans forcément qu'il soit extrêmement puissant. Je pense que c'est surtout dans la manière dont il a de lâcher la balle et de mettre de la vélocité dans ses lancers qui fait que ses lancers sont puissants. Et ça, c'est vraiment génial, surtout pour le jeu intermédiaire. Et là où il a énormément progressé cette année par rapport au match à Washington State l'année passée, c'est qu'il arrive maintenant à jouer avec les linebackers. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts, included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/ad-free podcasts. That's amazon.com/ad-free podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. C'est-à-dire que cette année, et c'est vraiment visible, parce que lui aussi, il a un petit côté arrogant, donc il en joue parfois avec les caméras,
il pointe un linebacker du doigt, il lui dit tu penses que je vais être là? Eh ben non, je serai là. Et là, tu vois qu'il a progressé dans sa compréhension du jeu, du fait qu'il arrive à inciter les linebackers à aller d'un côté ou d'un autre pour aller chercher ses receveurs dans le slot. Ça, c'est vraiment appréciable et c'est ce qui fait pour moi qu'il est au-dessus de Shedeur Sanders aujourd'hui, parce qu'il a, en plus des qualités athlétiques, il est arrivé quasiment au niveau de Shedeur, au niveau au niveau intellectuel en termes de QA football. Donc ça, c'est vraiment fort de ce côté-là. Et puis il y a un autre côté aussi que j'apprécie, c'est qu'il est clutch, quoi. Le mec n'a pas peur. On l'a vu plusieurs fois en 4e quart-temps cette saison. Le match est sur la ligne, il y va. Tu l'as très bien dit, il attaque. Gros crédit aussi à mettre au coaching staff de Miami, qui a insufflé ça en lui, je pense, cette saison. Mais effectivement, en fin de match, s'il y a 1 ou 2 points de retard, où il faut aller chercher un touchdown, où il faut se mettre en position pour aller chercher un field goal, je pense que Cam Ward, ça peut être votre homme. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il y a pas mal de défauts à corriger. Et c'est ce qui fait que cette classe n'est pas élite, a priori, comme on l'a dit au début de ce podcast. Mais dans cette classe, il y a un 3e homme qui peut-être là va nous faire rejoindre. C'est Jackson Dart, qui n'est pas au niveau des 2 autres, mais qui se détache quand même de ceux qui arrivent derrière. Qu'est-ce qu'on en pense de Jackson Dart, le quarterback d'Ole Miss, qui se présente également à cette draft? Est-ce que c'est potentiellement un joueur sélectionnable au premier tour, ou bien c'est plus un projet pour lequel on va attendre les jours d'après? Ah, c'est possible. Après, de toute façon, on a eu des années avec Kenny Pickett, etc. Est-ce que Dart est moins bon que Pickett? Je suis pas sûr. Jackson Dart, en fait, il est très bon par séquence. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Jackson Dart, vraiment, tu le vois jouer et tu te dis, mais ce gars, il exécute le jeu appelé par son entraîneur, mais à la perfection. Il n'y a pas de souci que ce soit... lui, justement, la technique, elle est parfaite. Enfin, parfaite, c'est jamais parfait, pardon. Mais je veux dire, il a une très bonne technique. Le lancer, il arrive où il faut, y compris dans une petite fenêtre. Il y a des défenseurs qui sont pas loin, mais c'est pas grave. Il te vise la bonne zone. Et ça a l'air de rien comme ça, mais tu t'envoies un ballon de stress qu'à 15 yards. Et ça se joue à 10 cm en fait. Entre la possibilité que le défenseur intervienne ou pas, ça se joue à 10 cm. Et lui, il n'y a pas de problème. Il t'exécute ça, mais très très bien. Sur tout ce qui est lancé entre 5 et 15 yards, il est très précis. Et vraiment, il fait des très belles choses, y compris sous pression. Mais par contre, c'est par séquence. Voilà, c'est par séquence. Pour moi, il y a 2 défauts vraiment majeurs chez lui. C'est qu'il est trop irrégulier. Il va te faire 2 lancers magnifiques et 1 catastrophique. Alors j'exagère, 2 et 1, c'est quand même pas ce ratio-là. On va dire qu'il fait 5 ou 6 bonnes passes et puis après il fait une 7e mauvaise. Mais voilà, il est trop irrégulier. Et puis la deuxième chose, c'est que dans le système d'Ole Miss, en fait, c'est plutôt malin d'ailleurs, hein. On lui demandait surtout d'avoir une lecture. Tu vois, je parlais de exécuter le jeu appelé par l'entraîneur. Voilà, ça, il sait très bien le faire. Mais quand tu te retrouveras en NFL, tu auras des défenseurs qui seront alignés d'une certaine façon avant l'engagement. Et puis le ballon est engagé et là, ça change, ça bouge. Donc du coup, le jeu qui était appelé, c'est plus possible. Ton mec qui était prévu, ta cible qui était prévue, elle est marquée. Donc il faut que tu aies une 2e lecture ou une 3e. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors vous me direz, c'est plus compliqué pour n'importe quel quarterback, évidemment. Mais certains, plus que d'autres, arrivent à s'en sortir. Tu vois, un Cam Ward est capable davantage d'improviser, je trouve. Même un Shedeur Sanders, il a une faculté à gagner du temps dans la poche pour que une 2e option s'offre à lui. Je trouve que Jackson Dart, si tu prends sa cible qui était prévue, le jeu appelé, ensuite il a vraiment beaucoup plus de difficultés. Donc il a des qualités, c'est certain. Moi je trouve qu'il a vraiment, comme on dit, des intangibles, c'est-à-dire des fondamentaux qui sont très solides et qu'en fait ses défauts, ce sont vraiment des choses que tu peux travailler, que tu peux le faire progresser, que ce soit en salle vidéo, que ce soit sur le terrain d'entraînement, c'est des choses que tu peux corriger et améliorer. C'est pour ça que je trouve que, si je prends une expression comme ça, le matériau de base est plutôt bon, et donc oui, ça peut valoir un choix du premier tour, mais il y a du travail à faire avec lui. Eh ben écoute, je vais te rejoindre à 100%, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne serais pas étonné qu'il soit sélectionné avant Shedeur Sanders. Parce que c'est typiquement le genre de joueur dont je vais pas faire de généralité, mais dont certains general managers peuvent tomber amoureux. C'est-à-dire un diamant brut. Alors des fois, le diamant brut, il reste brut.
et donc on voit pas trop sa brillance. Mais en l'occurrence, c'est vrai que physiquement, typiquement, si Shedeur Sanders avait les qualités athlétiques de Jackson Dart, pour moi, ce serait le quarterback numéro 1 de cette draft. Parce que il est costaud, il n'est pas forcément très très rapide, mais il a tout ce qu'il faut de vitesse pour un quarterback. Il est dur au mal, il n'hésite pas à les cogner quand il faut cogner. Et effectivement, il a aussi cette qualité qu'apprécient beaucoup d'entraîneurs, c'est qu'il exécute. Voilà, c'est pas un mec qui va improviser, c'est pas un mec qui va forcément dicter les jeux sur la ligne à la Peyton Manning ou à la Shedeur Sanders d'ailleurs. Shedeur Sanders l'a très bien fait à Colorado. Non, lui c'est un mec, il écoute ce qu'on lui dit dans l'oreillette et puis il exécute à perfection. Voilà, c'est le genre de quarterback qui apprécie les Kyle Shanahan et les Kevin O'Connell, etc. Et je serais vraiment pas surpris qu'il soit sélectionné très très haut dans cette draft, malgré des défauts qui sont quand même très très criants. Les lancers en profondeur, c'est une catastrophe. Oui. Dès que c'est au-dessus de 35-40 yards, on parlait du manque de technique de Cam Ward. Jackson Dart, c'est encore pire, quoi. Il n'y a pas de régularité du tout. T'as l'impression presque, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais qu'il lance un peu au hasard, quoi. C'est au petit bonheur à la chance. Est-ce que ça... c'est ça. Est-ce qu'un entraîneur, ça peut le prendre sous son aile et le faire progresser, tout simplement? Alors, il y a un exemple récent, c'est Josh Allen, mais je crois que c'est le seul, quoi. Un joueur qui, à l'université, lançait des balles un peu à gauche, à droite, comme ça, et qui devient précis en NFL, c'est quand même assez rare. Donc, moi, personnellement, si j'avais mon job en jeu, mon job de general manager en jeu, je miserais pas sur Jackson Dart, mais je suis certain il suffit d'une équipe. Il suffit d'une seule équipe et je suis certain qu'il y en a une qui va le faire. Et justement, si on devait classer ces trois quarterbacks, pas selon ton avis, mais selon l'avis des general managers, à ton avis, lequel sera sélectionné en premier, en deuxième, en troisième? Je pense que ça a l'air clair. Après, on a toujours des surprises lors de la draft, hein. Mais c'est vrai que là, quand même, depuis un petit moment, ça a l'air clair. C'est Cam Ward en 1, Shedeur Sanders en 2 et Jackson Dart en 3. Après, oui, ça peut toujours bouger, il y a des écrans de fumée, évidemment, qui vont pas nous dire à nous qu'est-ce qu'ils comptent faire, parce qu'ils veulent pas le dire aux autres équipes. Mais a priori, c'est ce qui se dit. Donc c'est Ward 1, Sanders 2 et Dart en 3. Et si on parle en termes de tours, est-ce que les trois seront sélectionnés au premier tour? Est-ce qu'il y en aura un seul, ou peut-être aucun au premier tour? C'est le moment de se mouiller. Moi je dis qu'il y en a au moins 2. Je pense qu'Howard et Sanders, je vois pas comment ils échappent au premier tour et même je vois pas comment ils échapperaient au top 10. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Jackson Dart, c'est un petit peu plus, ça peut être un début de second tour. Je sais pas, par exemple, Tennessee ou Cleveland, ils prennent pas un quarterback en 1 et 3 et donc du coup en début de deuxième tour, si Dart est toujours disponible, je pense qu'ils foncent dessus. Mais est-ce qu'il sera disponible? Rien n'est moins sûr. Je veux dire, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est qui le quarterback des Steelers? C'est Mason Rudolph. Bon, écoute, en 21, tu peux prendre Jackson Dart de toute façon. Donc il peut partir aussi, en fin de premier tour. Mais au minimum 2, je pense. Je vois pas comment ni Ward ni Sanders ne seraient au premier tour. Vous aurez noté que Jean-Michel ne porte pas Mike Tomlin dans son cœur, parce qu'après Kenny Pickett, après Mason Rudolph, après Russell Wilson, il veut lui mettre Jackson Dart dans les pieds. Bon, c'est une boutade, évidemment. Et on va finir ce podcast en parlant de 3 autres quarterbacks. On a parlé de 6 sélectionnés dans le top 12 en 2024. Là, on en a mentionné 3. Il y en a 3 autres qui seront certainement pas sélectionnés dans le top 12, peut-être même pas au premier ou au second tour, mais qui complètent cette classe de quarterback. 3 joueurs qui, au niveau universitaire, quand même, nous ont fait assez plaisir. On va commencer par le quarterback d'Oregon, Dylan Gabriel. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, ses qualités, ses défauts, et est-ce que c'est un bon prospect NFL? Alors, là, de toute façon, les 3 dont on va parler, ce sont des profils de backup, de remplaçants, moi je pense. Après, on sait jamais, avec un bon développement, ça peut, etc. Mais là, comme ça, là, avant la draft, moi je pense que c'est plus des profils de remplaçants. Mais de bons remplaçants, et c'est important d'avoir un bon remplaçant à cette position. Et on en voit sur la touche, il y en a plein des bons remplaçants, enfin il y en a plein. Justement, il en manque des bons remplaçants pour chaque franchise NFL. Un Dylan Gabriel, par exemple, déjà, ce qu'il te propose, c'est que c'est un bon passeur, dans un système où tu vas lui demander
surtout des passes rapides comme ça pour faire du yard après réception. Voilà, il est très fiable à ce niveau-là. Il complète souvent beaucoup de ses passes. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le sens où il a joué pour 3 universités. Et pourquoi c'est important? Ça veut dire qu'au minimum 3 fois, parce qu'après il y a aussi des changements de coordinateur, mais au minimum 3 fois, il a dû apprendre une nouvelle attaque, avec donc le verbiage qui va avec, etc. Et il a montré sa capacité à le faire. Donc il arrive à NFL, nouvelle équipe, nouveau verbiage, etc. Il n'y a pas de problème, il va apprendre. Et puis c'est quelqu'un, lui, voilà, au niveau du caractère, qui est très très fiable. Donc c'est ce que tu demandes aussi d'un remplaçant, d'avoir quelqu'un de sérieux et qui, si tu as une blessure de ton titulaire en ou 2 matchs, est capable de jouer parce qu'il sait quand même lancer des passes. Après, il n'est pas très grand, il n'est pas mobile, il n'est pas hyper athlétique, il n'est pas un bras très puissant. Ouais. C'est pour ça que c'est pas un joueur du premier tour et c'est pour ça qu'a priori je le vois pas comme un titulaire. Mais un bon remplaçant, si tu le prends au 3e tour, en fin de 3e tour, moi je trouve que ça peut être une bonne affaire pour pas mal d'équipes. Ouais, écoute, je vais pas ajouter grand chose, je crois que tu as à peu près tout dit. Sinon, insister sur le fait qu'il est vraiment petit. On parlait du physique de Shedeur Sanders. Shedeur Sanders, c'est passable pour la NFL. Dylan Gabriel, être titulaire à cette taille et à ce poids, c'est bon. Il y a toujours Bryce Young qui est le contre-exemple. On va dire que c'est impossible, mais ça risque d'être très très compliqué parce que Bryce Young a d'autres qualités à faire valoir que, à mon avis, Dylan Gabriel n'a pas. Donc effectivement, remplaçant pour moi, c'est à peu près son plafond de verre. Un autre joueur qui sera sélectionné certainement après les 3 premiers, mais qui lui a des qualités physiques à faire valoir, en tout cas des attributs à faire valoir, c'est Quinn Ewers, le quarterback de Texas. Feu quarterback de Ohio State, il n'a pas passé très longtemps sur le campus de Ohio State, mais voilà, Quinn Ewers, même question, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas au niveau de Sanders, de Ward et de Jackson Dart, et est-ce que ce serait un bon pari à faire pour une équipe lors de la draft? Quinn Ewers, franchement, c'est un mystère. C'est un mystère, c'était le lycéen numéro 1 du pays, c'était la prochaine sensation, la prochaine merveille, et puis à Ohio State, voilà, il joue pas, alors je veux bien la première année, t'as Stroud, etc., machin. Après, il transfère, il arrive à Texas, on se dit, voilà, là, il est dans les meilleures conditions, il va tout fracasser, et en fait, non, il fracasse pas tout. Il est pas mauvais, mais je pense que justement les attentes énormes qu'on avait sur ce joueur à sa sortie du lycée font que ça nous fait relativiser ce qu'il a fait avec Texas. Parce que tu prends un autre joueur, tu le mets à Texas, il fait les mêmes performances, tu te dis ouais, c'est plutôt un bon quarterback, 3e tour et tout, etc. Mais là, on avait tellement d'attentes sur lui. Mais justement, s'il y avait tellement d'attentes, c'est qu'au départ, il y a quand même un talent de base qui est incroyable. Que ce soit au niveau de son bras, que ce soit au niveau de l'intelligence de jeu. Moi, je pense que c'est vraiment typiquement le type de quarterback que tu prends aller au 3e tour en te disant déjà, ça peut me faire un remplaçant, mais surtout, si j'ai des bons entraîneurs de quarterback, etc., si ça se trouve, dans 3-4 ans, ça sera mon titulaire. Parce que lui, vraiment, il a quelque chose de très spécial. Mais pour l'instant, il n'a pas encore montré. Pour l'instant, il n'a pas encore atteint son potentiel. Ouais, ce que je remarque très rapidement dans son jeu, c'est beaucoup de faiblesses dans le jeu court. Sur des places pourtant simples. On parle de passes écran, des passes où, honnêtement, avec un peu d'entraînement... Je vais pas le dire parce que c'est vraiment prendre la grosse tête. Moi aussi, je peux les faire, mais disons, dans une autre vie, j'aurais pu les faire. Lui, il manque de régularité là-dessus, quoi. Des passes à 5-10 yards, ça doit être automatique pour un quarterback en NFL. Et avec lui, on voit que c'est quand même assez limité. Alors effectivement, ça, c'est des choses sur lesquelles, quand on est entraîneur, on peut se dire, c'est facile à faire progresser un joueur, notamment quand il a un pédigré pareil, tu l'as très bien dit, meilleur joueur au lycée, futur star annoncé qui n'a pas forcément rempli toutes les attentes. Et un autre défaut que je remarque chez lui, c'est qu'il ne sait pas très bien user de ses jambes. Il n'est pas très mobile, ou quand il part de sa poche, tu vois qu'il manque un peu de coordination, alors que pourtant, physiquement, il en impose. Mais ça me fait penser un peu à CJ Stroud de cette façon-là. C'est-à-dire que CJ Stroud, tu vois son physique, tu te dis, mais ouais, il peut courir, et finalement, non, il est pas très coordonné, il est pas très efficace. Donc voilà, après, CJ Stroud, c'est le contre-exemple parfait. On peut très bien réussir en NFL sans être forcément très mobile. Mais quand on n'est pas très mobile, et qu'en plus dans le jeu court, qui est, comme on dit en anglais, le bread and butter, c'est-à-dire le pain et le beurre, ce qui doit être le plus accessible à tous les quarterbacks en NFL, on montre des limites. C'est ce qui fait que il sera pas sélectionné pour moi au premier ni au second tour, quoique on est jamais à l'abri d'une surprise, mais à mon avis ce sera un joueur sélectionné un peu plus tard.
Et on va terminer ce podcast très rapidement avec un dernier prospect, c'est Jalen Milroe, le quarterback d'Alabama. Même question, même exercice que pour les 3 précédents. Pourquoi il n'est pas au niveau de Sanders, de Ward et de Dart? Et est-ce que ça vaut le coup de miser un peu sur lui? Oui, ça vaut le coup. Après, ça dépend ce que tu mises. Miser un premier tour, non. Un deuxième tour, non. Un troisième tour, je pense pas. Un quatrième tour, oui. Après, ça dépend aussi de ton système. Tu vois, par exemple, Baltimore, le titulaire, c'est Lamar Jackson. On lui demande de beaucoup courir. Même si, attention, Lamar Jackson, il a fait d'énormes progrès à la passe. C'est un bon passeur, c'est pas ce que je veux dire. Mais en 2024, c'était quand même le 3e quarterback qui courait le plus à la NFL. Donc, le système lui demande ça. Donc, admettons que, comme en 2022, il se pète 1 ou 2 matchs, il est pas là. Comme ça, si tu as un quarterback très mobile, parce que c'est la qualité première de Milroe, il est très mobile, ça te permet de pas tout bouleverser ton système. Tu le mets et puis voilà. Parce que après Milroe, s'il est pas pris avant le 4e tour, c'est parce qu'à la passe, c'est catastrophique au niveau des prises de décision, des lectures. C'est pas ça du tout. En plus, le gars, il était à Alabama, il aurait dû vraiment apprendre. Même si Saban n'est plus là, il y avait Kalen DeBoer, qui est un très bon entraîneur, qui avait développé Michael Penix, etc. Mais tu vois qu'il a pas beaucoup progressé, donc tu peux pas en faire un titulaire. Mais il a des qualités athlétiques incroyables. Donc si tu as un système comme ça qui demande à ton quarterback de beaucoup courir, c'est mieux d'avoir un Jalen Milroe qu'un Cooper Rush qui vient de signer, parce que au moins tu changes pas ton système. Donc oui, je pense que tu peux miser sur Milroe, mais voilà, tu mises pas, même pas un 3e tour. Moi je pense 4e tour, allez, pourquoi pas. Écoute Jean-Michel, moi je vais être consistant dans mes analyses. J'ai dit que Shedeur Sanders pour moi était le quarterback numéro 2, simplement parce qu'il n'avait pas les qualités athlétiques. Et Jalen Milroe, c'est l'opposé. Alors effectivement, il a rien de Sanders dans l'intelligence de jeu, dans la technique, dans le placement, dans la précision. Mais athlétiquement, c'est un monstre. Donc est-ce qu'il y aura un changement de poste pour lui à l'avenir? On verra. Mais en tant que quarterback, si tu lui dessines des courses, mettons un jeu sur 2, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour un remplaçant, j'entends. Parce qu'effectivement, titulaire, c'est trop. Il y a trop de limites, il y a trop de faiblesses, il y a très peu de progression, comme tu l'as dit, alors que pourtant, il était avec un coach de fou, Kellen DeBoer, cette saison. C'est trop limité pour être un quarterback titulaire, en tout cas à ce stade de sa progression. Mais ses qualités athlétiques sont telles que pour moi, déjà sur des situations, il peut entrer sur 1 ou 2 jeux, par-ci, par-là, pour pourquoi pas en goal line, aller te chercher un touchdown, aller te chercher 1 ou 2 yards qui manquent pour aller chercher une première tentative. Il est totalement capable de faire ça. Et pour peu qu'il progresse un chouïa, parce que vraiment, il est vraiment mauvais à la passe, il faut vraiment insister là-dessus. C'est assez terrible, parce que sinon, ce serait un top prospect. Pour peu qu'il progresse un peu, pourquoi pas bousculer un titulaire dans 1, 2 ou 3 saisons, on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, des qualités athlétiques assez exceptionnelles. Ouais, et c'est pour ça que je pense qu'un staff va donner un pic pour le sélectionner. Alors je sais pas quand, peut-être dans les choix qu'on passe à 3 du 3e, peut-être au 4e, peut-être au 5e, je sais pas, mais il y a une équipe qui va lui donner, parce que on sait comment ils fonctionnent. Ils pensent qu'avec leur expertise, ils peuvent développer des qualités techniques, des qualités de lecture chez un joueur, alors que les qualités athlétiques, si tu les as pas, tu les as pas. Donc du coup, je pense qu'il y a une équipe qui va quand même miser sur lui. Voilà. Et puis après, tu vois, pour terminer le podcast, moi je pourrais proposer quelque chose. Je crois que c'était dans Dragon Ball Z, je crois, que t'as 2 personnages qui arrivent à fusionner comme ça. On peut faire une fusion. On prend Jalen Milroe, on prend Shedeur Sanders, et puis voilà, c'est bon, on a le numéro 1 de la draft. Mais très honnêtement, on peut terminer là-dessus, mais effectivement, Sanders, il a toutes les qualités qu'on demande à un quarterback, sauf le côté athlète, quoi. Et effectivement, tu fusionnes les deux, c'est une superstar, quoi. C'est une superstar. Donc voilà, si vous avez on fait ça. Si vous avez un pic au premier tour et un pic au 2e tour, vous pouvez peut-être prendre les deux et les faire jouer en même temps, qui sait. Ça va peut-être marcher. On sait jamais. Et on va terminer ce podcast là-dessus. Les 6 principaux quarterbacks de cette QV, qu'on ne considère pas élite, mais qui a quand même des joueurs assez intéressants qui pourraient devenir titulaires, et pourquoi pas de bons titulaires en NFL. Jean-Michel, merci de m'avoir accompagné. Merci Antoine, et puis restez bien connectés tout le monde, parce que ça y est, c'est parti, c'est la draft.
Ça y est, là on est lancé, donc évidemment on commence par les quarterbacks, mais dans quelques jours vous aurez les coureurs, et alors là attention, il y aura plein de choses à dire, d'ailleurs ce sera avec toi, et puis Cyprien, et puis après il y aura les receveurs, il y aura des mock drafts, il y a les fiches comme on vous a dit qui démarrent le 30 mars, et puis même des articles un petit peu comme ça qui vont venir s'intercaler, donc restez bien connectés, ça y est, la draft season démarre, allez c'est parti, on est trop heureux, c'est bientôt Noël. Et le site internet, évidemment, vous le connaissez, touchdownactu.com, sur les réseaux sociaux, TD Actu partout, sauf sur Instagram, touchdownactu en entier, la cagnotte Tipeee pour soutenir ce podcast et tous les autres. Et puis, comme l'a dit Jean-Michel, c'est parti pour la saison de la draft. À très vite. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text the long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward.